Correctement? Eh bien écoutez, après l'évocation de notre étude qui a été à plusieurs reprises mentionnée ce matin, on va essayer de la détailler un petit peu plus. Monsieur Rifki vous a fait une présentation assez complète des termes de référence de cette étude. Donc c'est une étude qui est là pour appuyer la formulation du programme national d'assainissement en milieu rural. C'est une étude qui est soutenue par l'Union européenne et puis qui est réalisée, je dirais, qui est commanditée par la DGCL et le ministère de l'Intérieur. Alors, c'est une étude qui se déroule en 4 phases et je dirais, nous en sommes au début encore. Nous avons réalisé la phase 1 et comme vous le voyez, il s'agit d'un état des lieux, d'un diagnostic. C'était en septembre que nous l'avons réalisé. Nous avons eu l'occasion lors de cette mission de pouvoir rencontrer la plupart d'entre vous pour avoir un petit peu votre point de vue sur la situation de l'assainissement, sur les barrières et sur les facteurs de réussite possibles. Nous entamons aujourd'hui, ou plus exactement après cet atelier, donc mercredi, nous entamons la phase 2 de cette étude qui constituera une analyse comparative des axes stratégiques et qui essayera de pouvoir mettre en consultation au cours d'un atelier je dirais, les axes d'études et de développement de ce fameux programme national d'assainissement rural. Donc autant en phase 1, il s'agissait pour nous de collecter des informations et se faire une meilleure idée du potentiel et des facteurs de blocage pour la mise en place d'un programme national d'assainissement. Autant sur la phase 2, nous essayons d'avancer, de savoir quelles pistes doivent être creusées. Et donc aujourd'hui et demain, cet atelier nous permet avec vous de confronter des idées, des axes de développement et je dirais des pistes prometteuses. C'est pour ça que nous sommes, pendant toutes vos présentations, très à l'écoute de ce qui se dit, de ce qui semble faisable, de ce qui ne semble pas forcément faisable et surtout de ce qui apparaît pour vous, à vos yeux qui êtes expérimentés dans le secteur, ce qui apparaît la priorité. Il y aura une phase 3 où là, il s'agira simplement, c'est pas le plus simple, mais de rédiger le programme, de formuler ce programme national d'assainissement. Et une phase complémentaire, une 4e phase, qui servira à élaborer des mesures d'accompagnement. Donc comme vous le voyez, la phase 1 a donné lieu à un rapport de diagnostic qui est déjà publié. En phase 2, nous allons donc lister les axes de développement de ce programme et nous aurons un atelier de consultation pour les confronter avec les professionnels du secteur et être certains que ce sont les bons axes. Et la phase 3, qui sera la formulation, donnera lieu à un atelier de validation. Le rapport de l'étude, lui, sera à l'issue de la phase 4. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en phase 1? Avec quoi travaillons-nous? Écoutez, nous avons trois grands ingrédients, c'est pas très visible. Mais le premier, il s'agit de rencontrer les acteurs du secteur au Maroc, du secteur de l'assainissement. Ça nous a permis de consolider notre connaissance du secteur et d'avoir leur point de vue. Le deuxième ingrédient, c'est la collecte de documentation, parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été écrites et puis pas mal de données qui nous sont importantes de connaître. Et le troisième ingrédient, ça a été quelques visites de terrain, relativement rapides, mais pour essayer de nous rendre compte de la diversité des situations de l'assainissement, en tout cas du milieu rural au Maroc, et pour lesquelles nous avons pu, on va dire, très rapidement visiter 3 ou 4 zones différentes dans le pays. Même si ce n'est pas exhaustif, ça nous a permis d'avoir une idée de l'étendue de la diversité des situations en milieu rural. En fait, il y a un 4e ingrédient qui se rajoute là-dessus. Bien entendu, c'est l'expérience que nous-mêmes, le bureau de consultants, nous pouvons apporter, une expérience internationale. Là encore, on parlait tout à l'heure de benchmarking et de comparaison avec d'autres pays pour savoir comment et quelles pistes on peut activer et comment elles pourraient être adaptées au Maroc. C'est là l'apport de notre bureau d'études. J'en profite aussi tout simplement pour vous présenter les 2 autres membres de mon équipe qui sont assis ici et qui vont lever la main. Donc Sadok Idri et Raya Stéphane. L'un, Sadok, est spécialiste des aspects, on va dire, économiques et socio-économiques, tandis que Raya Stéphane est notre spécialiste institutionnel et du cadre législatif. Et moi-même, j'assure le pilotage et j'ai une dominante, on va dire, un peu plus technique là-bas. Alors, quels acteurs et quelles institutions avons-nous rencontrés? Principalement, on a trouvé
4 grands pôles autour de l'assainissement, surtout au milieu rural. Bien sûr, il y a les usagers qui vont être un acteur important. Il y a le ministère de la Santé, et puis du côté du ministère de l'eau, il y a le département environnement et le département eau. Alors pourquoi je les place comme ça? Tout simplement parce que chacun de ces acteurs, à notre point de vue, ce qu'on a constaté, a une volonté d'avancer au niveau de l'assainissement au milieu rural qui est complémentaire, mais qui n'est pas le même axe d'avancée. Par exemple, les usagers, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent à améliorer leur confort. Probablement, ils recherchent aussi à améliorer leurs conditions sanitaires, à diminuer le risque sanitaire, mais ce n'est pas forcément la première demande, c'est pas forcément la demande la plus exprimée. Ça passe souvent d'abord par le confort et une certaine sécurité. Le ministère de la Santé, lui, a une très bonne image de si on améliore l'assainissement, on va améliorer la salubrité et donc l'état de santé des populations en cassant le cycle des maladies et en diminuant l'incidence des maladies liées à l'assainissement, liées au mauvais assainissement. Du côté du département environnement, l'axe de, je dirais, l'intérêt d'intervention dans le secteur de l'assainissement, c'est surtout de protéger l'environnement des pollutions issues des eaux usées et donc très liées à l'assainissement. Et pour le département eau, c'est un peu la même chose, avec peut-être en plus une spécificité, c'est de protéger la ressource en eau elle-même. Alors vous voyez, ce dessin, même s'il ne veut pas dire grand-chose, c'était juste pour dire que le grand cercle au milieu de l'assainissement, finalement, c'est quand même un puzzle de plusieurs intérêts et de plusieurs, de plusieurs demandes convergentes. Et autant on sait très bien au niveau institutionnel vers quoi on veut aller, autant il ne faut pas oublier la part des usagers qui vont être eux à la recherche de leur confort, on va dire, qui ont une certaine demande, et il va falloir savoir jouer avec cette demande. Donc pour nous, c'est très important d'avoir, je dirais, cet ensemble sous les yeux des différents acteurs impliqués. Alors nous avons rencontré les administrations, qu'elles soient au niveau central, et donc les principaux ministères qui sont impliqués actuellement dans l'assainissement et qui le seront à l'avenir également. On a rencontré des opérateurs, alors j'ai mis l'ONEP, excusez-moi, c'est l'ONE évidemment, les régies également. Et puis au niveau local, on a eu la chance de pouvoir aller visiter quelques agences de bassin, rencontrer quelques élus ou quelques responsables dans les communes, et puis quelques usagers aussi, même si ça reste tout à fait anecdotique, c'est loin de pouvoir constituer une étude de la demande. Donc tout ça s'est passé en septembre. On a essayé de regarder au niveau du cadre légal aussi quelles étaient les implications et les grandes briques, entre guillemets, du cadre légal. Donc celles-ci sont celles qu'on a recensées comme étant les principales, les plus intéressantes, avec bien sûr la loi sur l'eau, mais qui ne dit pas encore grand-chose sur l'assainissement en lui-même. On a les lois qui concernent la protection de l'environnement, mais très axées sur la prévention de la pollution, pas directement sur la manière de traiter les eaux ou de réaliser l'assainissement. On a le décret de 98 qui parle de l'utilisation des eaux usées et qui justement, comme vous le savez, fixe quand même pas mal d'exigences au niveau du niveau d'épuration des eaux pour pouvoir les réutiliser. Le décret de février 2006 relatif à l'assainissement autonome, qui est peut-être une des briques les plus importantes pour pouvoir constituer un programme national d'assainissement en milieu rural. Malheureusement, il n'y a pas d'arrêté d'application qui est paru pour l'instant, donc on a envie de dire tout est là, mais il reste à compléter l'effort pour avoir quelque chose qui soit applicable et qui va véritablement dessiner et aider l'avancement de l'assainissement rural grâce aux aspects coercitifs, on va dire. Et puis aussi, si on cherche après de façon plus large, on peut trouver des lois comme la loi relative au lotissement qui va être importante aussi, puisque c'est ce type de loi qui oblige à certains standards, certains raccordements, etc., même si ça ne concerne pas forcément entièrement le milieu rural, ce sera quand même applicable dans certains cas. Outre le cadre légal, nous avons aussi regardé un petit peu les aspects socio-économiques. Alors je vais être très très rapide, bien entendu, une analyse socio-économique serait normalement beaucoup plus longue, mais je dirais qu'est-ce qui nous a frappé et qu'est-ce qui est important pour nous de retenir dans le cadre de cette formulation de programme. D'abord, de qui on parle, la population rurale. On parle de plus de 13 millions d'habitants, donc ça représente
représente quand même une part significative de la population au Maroc. On trouve cette population d'environ 30 000 douars, si on fait le compte. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, on s'aperçoit que le public auquel on s'adresse est quand même en grande partie dans des petites localités. Hein, vous voyez, le triangle jaune, c'est vraiment toute petite localité, sans doute assez dispersée, de moins de 200 habitants. Ça fait quand même 14%, il va falloir quand même prévoir des solutions adaptées à ce genre d'habitat. Et puis, on a près de 60% entre, je suis désolé, le chiffre est tronqué, mais entre 200 et 1000 habitants, donc des localités quand même de relativement petite taille, je dirais encore de petite taille. Et il n'y a qu'un quart, les 27%, qui sont dans les localités de plus de 1000 habitants, où on va commencer à avoir soit une certaine concentration, même si ce n'est pas forcément le cas, soit en tout cas une masse critique qui permettra peut-être de traiter l'assainissement de façon différente. Mais on a une grande partie du public que l'on vise, qui, on va dire, est dans l'orange et le jaune, donc des populations sans doute dispersées et peu nombreuses. Ça va fortement influencer les solutions qu'on pourra proposer. Solutions qu'elles soient techniques, financières ou institutionnelles. Qu'est-ce qu'on peut rajouter très rapidement comme caractéristique? Bon, la dispersion, on vient d'en parler. Des ménages déjà équipés. Alors pas tous, c'est relativement variable, mais on a constaté quand même que beaucoup de ménages avaient déjà quelques équipements et, comme je le disais tout à l'heure, souvent tournés vers le confort pour pouvoir avoir un lieu d'aisance, quelque chose qui permette de s'isoler et je dirais que ça concerne beaucoup les excrétins. Donc ce ne sont pas des équipements qui permettent une bonne épuration pour l'instant, pour la plupart, mais on a déjà une partie, je dirais, du travail qui est fait avec le fait qu'une famille est intéressée par avoir un équipement correct. Ce n'est pas le cas partout, comme je le disais. Il reste encore beaucoup de zones rurales où on peut considérer que la plupart des gens utilisent la nature, tout simplement, parce qu'ils ont de la place et parce qu'il n'y a pas une proximité dangereuse. Et donc ça, c'est un aspect aussi un petit peu important à avoir en tête. Un des premiers combats à mener, c'est peut-être pas forcément, je dirais, d'avoir des équipements très complexes et avec un niveau d'épuration très avancé, mais c'est déjà de barrer la route à la défécation à l'air libre. Des nuisances moindres par rapport à quoi? Par rapport au milieu urbain dont on peut parler avec beaucoup plus de connaissances grâce au PNA, on se retrouve avec, je dirais, dans les douars plus dispersés et le milieu rural dont on parle, avec des nuisances et une densité qui fait que l'urgence est un peu différente. Et ça se reflète sur la demande des populations, comment dirais-je, le fait de devoir avoir un lieu d'aisance est moins compliqué finalement, et c'est moins un défi en milieu rural qu'en milieu urbain. Et puis quelque chose dont il va vraiment falloir tenir compte dans tout le montage du PNAR, comme le disait M. Belghenani, ça n'est pas que de choisir des options techniques. Le PNAR, ça va être aussi de clarifier les relations institutionnelles, de qui fait quoi, qui oblige à quoi et qui participe à quoi. Et puis derrière, le troisième volet, c'est le volet financier. Avec quel argent, avec quelle méthode de financement, avec quel vecteur de financement, on peut arriver à injecter les fonds nécessaires en milieu rural pour arriver à faire avancer nos indicateurs. Donc là, ça va aussi être une grande différence par rapport au milieu urbain. Pardon. La demande solvable des usagers est faible et on n'aura pas forcément les mêmes canaux de financement disponibles. Alors par demande solvable, je veux dire simplement, il peut y avoir une demande, mais qu'est-ce que l'usager est prêt à payer pour satisfaire cette demande? C'est ça la demande solvable, c'est souvent un peu plus faible que la demande simple. Alors les technologies, on pourrait en parler très longtemps, mais on a un groupe de travail là-dessus, donc je ne vais pas consommer trop de temps aujourd'hui là-dessus. Mais je dirais, ce qui est mis en place actuellement par les usagers, c'est très divers. Alors il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des usagers qui n'ont pas réellement d'infrastructure pour ça. Soit on va à l'étable, soit c'est la défécation à l'air libre. On a vu pas mal de latrines qui sont construites par les usagers, donc ça assure l'évacuation et la séparation, on va dire, entre le milieu familial et les excréta, mais ça n'assure pas en général l'épuration. Dans certains douars plus concentrés, il y a du mini-réseau. Par contre, qu'est-ce qui se passe à l'exutoire de ces mini-réseaux? En général, c'est très très variable. Pour l'instant, il y a peu de traitement, on va dire. Donc, ce sont des mini-réseaux qui finalement ne font que concentrer les effluents. Donc il reste une partie de la solution à apporter.
Par contre, il y a quelque chose d'intéressant à noter, c'est ce que j'ai mis ici, c'est la séparation des eaux grises et des excréta, elle est relativement généralisée en milieu rural. Et ça, c'est un bon point pour pouvoir intervenir, parce qu'on a des effluents qui vont être de nature différente, qui sont déjà séparés presque à la source. Et ça, voilà, c'est très intéressant, ça ouvre beaucoup plus de portes et de possibilités technologiques que si tout était dans la même fosse. Du côté des projets aussi et des institutions, il y a quelques solutions technologiques qui sont déjà essayées en milieu rural. Donc il y a une partie des standards urbains qu'on retrouve dans les douars à caractère semi-urbain, ou en tout cas qui sont déjà concentrés, dans lesquels on peut intervenir avec des réseaux ou avec des stations d'épuration. Et puis il y a de l'assainissement autonome, mais c'est plus rare, ou en tout cas il n'est pas fait de façon complète. Et puis bon, on peut parler effectivement de la réutilisation locale qui est à l'état de test, je dirais, dans le projet pilote d'AEDIFRA par l'AGIR, avec l'appui de la GIZ. Donc ça, c'est une sorte de catalogue de ce qu'on a pu voir, même si pour l'instant, on n'en est pas à choisir quelles seraient les technologies à mettre en place. Alors voilà, je recense un petit peu rapidement les principaux constats qui sont des ingrédients de notre réflexion et cette liste va continuer à être alimentée par les réflexions qu'on aura aujourd'hui et demain et lors des groupes techniques. Ça nous aide, nous, à ajouter à notre catalogue de pistes et d'éléments de réflexion. Je dirais pour l'instant que ce qui se dégage, c'est trois précautions. La première, il ne faut peut-être pas partir trop fort, trop bille en tête, en essayant d'adapter des méthodes qui ont du succès en milieu urbain. On n'aura pas ce même succès au milieu rural. Donc la première chose, c'est d'essayer, je ne dis pas de faire table rase, mais d'au moins de partir d'une copie blanche pour ne pas se faire influencer par des solutions de facilité, je dirais. Il faut développer des options qui répondent bien à la demande. Pourquoi ? Parce que contrairement au milieu urbain où on a des institutions, on a on a une gestion des projets qui permet de faire du réseau, d'implanter des stations d'épuration, de faire de l'investissement très directif. En milieu rural, on n'aura pas cette opportunité. Il va falloir compter avec les usagers, il va falloir compter avec les personnes qui elles-mêmes vont participer à l'investissement, qui vont participer au financement de leur latrine, pour donner un exemple précis. Et donc, il faut qu'on leur apporte des solutions qui répondent à leurs demandes pour que cet investissement privé, on puisse le mobiliser. Si on fait des choses qui ne viennent pas résoudre leurs problèmes directs, on risque de retrouver ces infrastructures inutilisées ou mal utilisées dans 5 ans, alors qu'on a fort à jouer à s'appuyer sur la demande de la population. Et puis, la densité et je dirais tous les facteurs qu'on a listés, ça mène à penser qu'une bonne partie de la population au milieu rural sera mieux traitée avec de l'assainissement non collectif, de l'assainissement autonome. Par contre, il va falloir savoir faire de l'assainissement autonome de qualité. Et ça, c'est tout à fait possible. Il n'y aura pas que de l'assainissement autonome. Le PNAR doit pouvoir avoir un catalogue de solutions qui s'adaptent à la diversité des situations. Mais pour l'autonome, il va falloir savoir le faire bien. Voilà. Alors quelque chose qui pour nous est important dans notre compréhension et que je voudrais confronter avec vous, c'est qu'on a d'un côté les ménages qui sont demandeurs d'un certain confort, on va dire. Leur demande, c'est d'améliorer le confort. Ça pousse les ménages, je dirais, à adopter des technologies simples qui sont faciles à gérer au niveau individuel. On ne parle plus de STEP avec un opérateur qui viendrait de l'extérieur, etc. On veut gérer au niveau de la famille. Et de l'autre côté, l'État, lui, qui vise un meilleur assainissement, une meilleure salubrité et, je dirais même, une protection de l'environnement, il vient, si j'ose dire, de l'autre côté avec des standards qui ont fait leurs preuves en milieu urbain et qu'on essaie de tester, voir jusqu'où en milieu rural on peut continuer à les adapter. Jusqu'à quelle taille de douar on peut continuer à utiliser cette technologie et ces modes de gestion. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, écoutez, pendant que d'un côté on descend de la plus grande densité des grandes villes, de l'urbain, vers le rural, vous voyez la densité plutôt en haut, plus on va vers les solutions, vers le rural, avec des solutions qui sont plutôt adaptées à l'urbain, et plus on attend que montent, entre guillemets, depuis la population, des solutions qui sont très adaptées, on imagine très adaptées puisque c'est eux qui les ont mises en place, et puis on s'aperçoit qu'entre les deux, il va falloir trouver quelque chose. C'est-à-dire, on sait qu'on ne pourra pas descendre jusqu'au bout, jusqu'aux douars les plus dispersés avec des technologies urbaines, et on sait qu'en même temps, la flèche du bas ne viendra pas
par la demande des usagers, couvrir l'ensemble de la problématique de l'assainissement en milieu rural. Alors c'est là qu'il faut se concentrer, c'est là qu'il faut avoir un catalogue de solutions pour essayer de trouver quelles sont les solutions qui manquent actuellement. Et si vous voulez, ce qui nous semble aussi important de noter, c'est que finalement, les technologies simples qui sont mises en place par les usagers, elles répondent seulement, je dirais, au confort, et nous, il faudrait qu'on augmente cette exigence pour que ça réponde aussi à un minimum d'épuration. Et donc c'est là-dessus qu'il y a aussi un travail à faire sur la demande. Ce gap de demande, il faudrait arriver à le combler pour que, par le bas, si j'ose dire, on arrive à ce que l'effort, je dirais quasi naturel des populations en termes d'assainissement couvre une plage un peu plus grande de l'assainissement. Alors je l'ai mise vers le bas, ça va peut-être aussi croître ici et faire une partie du gap qui manque entre les deux. L'idée simplement, c'est par exemple, si on veut arrêter la défécation à l'air libre, il faut arriver à sensibiliser les populations et qu'elles-mêmes, elles mettent en place des choses qui soient adaptées à leur usage. Donc voilà, ce dessin-là essaye de résumer des choses un peu compliquantes d'une figure qui n'est pas forcément très explicite ni très parlante, mais l'idée, je pense, du développement de la formulation du PNAR, c'est d'arriver à faire que ces deux flèches se joignent, et on sait d'ores et déjà que celle-là ne descendra pas jusqu'en bas, que celle-là, il faut la développer aussi bien pour sa partie basse que pour sa partie haute, et qu'il va nous falloir trouver les options de technologie et de gestion qui vont permettre de combler le vide entre les deux. Je vous remercie de votre attention.